Vous avez toujours rêvé de connaître toute la vérité sur les amendes de Louis XIV, ou encore mieux, de connaître les pouvoirs mystérieux de Rasputin, et peut-être même découvrir quelle est la malédiction qui plane sur le camp Kennedy. Eh bien, moi je pensais pas trop en parler, parce qu'à la base on faisait plutôt une émission sur la géopolitique de comptoir, donc peut-être qu'on va plutôt se concentrer sur la géopolitique et façon comme si on était un comptoir. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse quand même, ben c'est parti. Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de géopolitique de comptoir, une émission dans laquelle j'aimerais aborder avec vous un concept de géopolitique au travers d'un exemple historique. Et pour cette première vidéo, on va parler de realpolitik, ja gut, on va parler de la définition, les grandes lignes et des quelques clichés qui l'entourent au travers d'un exemple qui sera tout simplement l'exemple de l'unification de l'Allemagne au XIXe siècle. Une période clé de la construction de l'Europe qui est mal connue. L'objectif de cette vidéo, ça va être tout simplement de balayer le sujet, d'en donner les grandes lignes, et enfin de balayer quelques clichés. Et avant de se lancer dans les méandres de l'histoire, il va falloir définir le concept. Tout d'abord, qu'est-ce que veut dire realpolitik ? C'est un mot allemand qui veut dire politique réaliste et qui désigne la politique étrangère fondée sur le calcul des forces et de l'intérêt national. Une autre définition la qualifie de stratégie politique qui s'appuie sur le possible, négligeant les programmes abstraits et les jugements de valeur, et dont le seul objectif est l'efficacité, ou encore comportement qui fait passer au second plan les considérations de doctrine, de principe ou de morale. Pour simplifier, la realpolitik, c'est tout simplement faire ce qui est de l'intérêt national en examinant et en mesurant soigneusement les rapports de force et en jouant avec eux. L'aspect positif est que la realpolitik aborde un aspect très pragmatique des relations internationales. A l'inverse, il ne s'agit pas du tout de mettre en avant des idéaux, mais bien de faire des choses qui nous sont profitables à moyen ou long terme. On ne peut pas dire que quelqu'un a inventé la realpolitik. C'est un concept qui a été mis en place progressivement. Il puise ses sources parmi un certain nombre de concepts précédents, et notamment le concept de la raison d'État qui a été inventé et utilisé par Richelieu au XVIIe siècle lors de la guerre de 30 ans. En effet, lors de ce conflit, la France catholique est entrée en guerre contre d'autres catholiques pour favoriser les protestants et ainsi favoriser l'intérêt national de la France. Cependant, l'utilisation de la realpolitik par Bismarck et sa brillante réussite fait qu'il est intimement lié à ce concept. L'utilisation de la realpolitik par Bismarck va être le pilier de sa politique étrangère. Toutefois, avant de l'analyser, il convient de revenir un petit peu en arrière et d'analyser le contexte historique. En 1815, à la sortie des guerres napoléoniennes, l'Europe se retrouve constituée de quelques grands empires et royaumes et d'une multitude de petits États, principalement en Europe centrale et en Italie. La France, qui a été vaincue mais pas humiliée, se retrouve complètement isolée diplomatiquement sur la scène européenne. L'Angleterre, qui a empêché l'hégémonie française sur le continent, retourne sur son île et commence à se concentrer sur son nouvel empire colonial naissant. De leur côté, les autres vainqueurs de Napoléon, à savoir la Prusse, l'Autriche et la Russie, s'entendent pour fonder la Sainte Alliance qui doit permettre à leur régime conservateur d'empêcher tout trouble libéraux venir perturber cet ordre social. Au centre, coexiste une multitude d'États allemands qui ont pris conscience de leur identité commune, mais qui ne savent pas encore comment s'unifier. Chacun ayant bien entendu des intérêts différents. Cet équilibre va rester quasiment inchangé jusqu'en 1848, notamment grâce au chancelier impérial d'Autriche de l'époque, Clemens Wenzel von Metternich, dont l'objectif était avant tout de maintenir les sociétés conservatrices en Europe. En 1848, une série de révolutions d'aspiration libérale éclate un petit peu partout en Europe. Sans rentrer dans les détails complexes de ces révolutions, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement la population cherche à s'émanciper du système conservateur et à obtenir des droits plus libéraux, par exemple le suffrage universel. Dans l'ensemble, ces révolutions n'obtiendront pas les effets attendus ou seront tout simplement réprimées dans le sang. La seule exception notable, mais elle est importante qu'elle aura des conséquences indirectes par la suite, est qu'en France, la monarchie est définitivement renversée pour mettre en place la Seconde République. Même si elles ont échoué, ces révolutions auront quand même un impact majeur, à savoir le développement du sentiment nationaliste de certaines populations, notamment allemandes et italiennes, et c'est ce qui va enclencher la suite des événements quelque temps après. Les révolutions de 1848 ont échoué à remodeler la carte de l'Europe. L'ordre de 1815 est maintenu, malgré la pression populaire. Cependant, deux personnages vont arriver au pouvoir et sont prêts à remettre en cause l'ordre établi au profit de leur propre puissance. Le premier personnage clé de cette période est Napoléon III. Le neveu de Napoléon Ier est tout d'abord élu président de la Seconde République en 1848, mais il choisit de renverser cette même République 4 ans plus tard et de rétablir le Second Empire en 1852. Il met en place dans un premier temps ce qu'on va appeler l'Empire autoritaire, mais c'est bien sur sa politique étrangère que nous allons nous pencher.
Napoléon III cherche avant tout à briser l'isolement diplomatique de la France et à redorer sa puissance. Pour cela, il va lancer la France dans une série de campagnes militaires, notamment la guerre de Crimée en 1853-1854. Cette campagne victorieuse permet à la France de redorer son blason et de reprendre son rang au sein de la scène internationale. Napoléon III était un personnage ambivalent, à la fois autoritaire mais également teinté d'aspirations libérales, et c'est bien ces hésitations qui tout au long de son pouvoir vont être à la fois sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Ces hésitations vont commencer à s'illustrer dès la campagne suivante, à savoir la guerre d'Italie, aux côtés du Piémont-Sardaigne contre l'Autriche. Bien que vainqueur sur le terrain, la France choisit une paix de compromis avec l'Autriche pour limiter ses pertes militaires et éviter de trop remodeler la carte de l'Europe, ce qui aura pour conséquence d'entraîner l'insatisfaction des Italiens, mais également l'hostilité des autres puissances conservatrices qui le trouvent trop révolutionnaire. Les hésitations françaises auront des conséquences néfastes sur les campagnes à venir et seront un des facteurs clés de la chute du Second Empire. Le second personnage clé de cette période et personnage principal de l'unification allemande est Otto von Bismarck. Fils de Junker, c'est-à-dire propriétaire terrien, il est avant tout conservateur et souhaite faire l'unification de l'Allemagne, mais autour de la Prusse. Bien que conservateur, il est favorable au changement dans les rapports de force en Europe, mais uniquement si cela est favorable à la Prusse. Pour cela, il va renforcer la puissance de l'armée prussienne dès son arrivée au pouvoir en 1862, mais sans pour autant la rendre effrayante aux yeux de ses voisins, l'objectif étant de pouvoir manipuler les rapports de force et les alliances. Contrairement à l'image traditionnelle que l'on peut avoir de lui, Bismarck était un personnage très sensible en privé, mais contrairement à Napoléon III, cela ne s'est jamais ressenti dans sa conduite de la politique allemande. Le terrain de jeu des luttes d'influence à venir sera la Confédération germanique. La Confédération germanique est un État qui naît en 1815 à la suite de la défaite de Napoléon pour remplacer le Saint-Empire romain germanique dissous en 1806. Cette confédération était constituée d'une multitude d'États, de duchés, principautés, mais également une partie du royaume de Prusse et de l'Empire d'Autriche. Sans rentrer dans le détail de ces institutions politiques, globalement, la Confédération germanique laissait une grande place à la prépondérance de l'Autriche et de la Prusse, avec toutefois un léger avantage à l'Autriche. Nous avons évoqué le fait qu'une idée de l'unification allemande avait commencé à faire son chemin à partir des années 1800, et deux grandes théories vont commencer à s'affronter dans ces périodes-là. Tout d'abord la vision autrichienne, que l'on va appeler la solution grande allemande, qui consiste à réunir l'ensemble des États allemands autour de l'Autriche. Elle est opposée en cela à la vision prussienne de la chose, que l'on va appeler la solution petite allemande, qui consiste à réunir l'ensemble des États allemands autour de la Prusse en excluant l'Autriche de ce cercle de la Confédération germanique. Dès lors, les deux principales puissances de la Confédération germanique vont chercher à prendre l'ascendant sur l'autre afin de dominer l'ensemble des États allemands. L'unification de l'Italie a montré qu'il était possible de regrouper des États sous une même bannière. Le décor est donc planté, avec d'un côté une Prusse qui cherche à dominer la Confédération, une Autriche déclinante mais qui est encore la principale puissance de la Confédération, et de l'autre côté, une France ambitieuse mais hésitante, qui est à la fois pleine d'intentions mais attentiste. La marche de l'histoire se met en route fin 1863, lorsque le roi du Danemark, Christian IX, décide d'annexer les territoires du Schleswig et du Holstein au nord de la Confédération germanique. Les nationalistes allemands s'enflamment à l'idée qu'un territoire de la Confédération puisse être occupé par des Danois. De son côté, Bismarck se moque bien de qui peut régir ce territoire du nord de l'Allemagne. Son seul intérêt est de pouvoir mettre en avant la Prusse et de faire changer les rapports de force à son avantage. En maniant habilement les sensibilités de chacun, il parvient à faire que la Confédération germanique s'unit, ainsi que l'Empire d'Autriche a affronté le Danemark dans ce que l'on va appeler la guerre des duchés. Le Danemark, qui doit affronter l'ensemble de la Confédération germanique, se met dans une position défensive. La bataille décisive a lieu en avril 1864 à Duppel, où les forces de la Confédération font sauter le verrou danois qui leur ouvre la porte de l'ensemble de la péninsule du Jutland. Un cessez-le-feu est décrété le 12 mai 1864 à Londres et la paix est signée en octobre de la même année à Vienne. Le Danemark doit renoncer à ses prétentions sur les deux duchés, qui sont occupés par la Prusse et l'Autriche. Ce n'est pas la capacité de la Prusse, alliée de l'Autriche et de la Confédération germanique à vaincre le Danemark qui fait le génie politique de Bismarck. En effet, il ne s'agit pas d'une prouesse militaire de vaincre ce petit pays. Mais ce qui fait le génie de Bismarck, c'est tout simplement sa gestion politique de la crise. En effet, en faisant passer cette guerre pour un conflit interne à la Confédération, celui-ci a mis à l'écart les autres grandes puissances, à savoir l'Angleterre, la France et la Russie. De plus, celui-ci se fait passer pour un défenseur de la cause allemande, ce qui lui fait gagner des points auprès des nationalistes. La gestion de la paix avec le Danemark n'est toutefois pas si évidente. En effet, Bismarck cherche avant tout à étendre l'influence de la Prusse dans la région et à évincer l'Autriche. Il exige tout d'abord que l'armée de la Confédération qui s'est engagée sur place se retire de la région pour lui laisser les mains libres. Ensuite, après de longs pourparlers, il est décidé que la Prusse occupera le Schleswig et l'Autriche le Holstein. Assez rapidement, dès 1866, Bismarck y voit l'occasion d'obtenir sa guerre avec l'Autriche et de l'évincer définitivement de la Confédération germanique. Mais avant de déclencher les hostilités, habilement, il s'allie à l'Italie à qui il promet le retour de la Vénétie,
et s'assure de la neutralité de la France. Une nouvelle fois, les rapports de force lui sont favorables. La Prusse, l'Italie et un certain nombre de petits duchés allemands doivent affronter l'Autriche et l'ensemble de la Confédération germanique. Néanmoins, le conflit ne durera que 3 mois et la bataille décisive de Sadowa, en juillet 1866, scellera définitivement le destin de cette guerre. L'Autriche est vaincue militairement et les Prussiens envisagent d'occuper Vienne. La gestion de la paix avec l'Autriche est certainement le meilleur exemple du génie politique de Bismarck et de la realpolitik. En effet, celui-ci impose une paix de compromis à l'Autriche, s'opposant en cela aux militaires prussiens et à son roi, faisant en sorte que l'Autriche est simplement exclue de la Confédération et doit payer des réparations mineures. Il s'ouvre ainsi la voie à l'unification de l'Allemagne, les relations avec les États étant apaisées, mais également garde des options diplomatiques ouvertes avec l'Autriche qui n'a pas de sentiment de revanche et qui deviendra son allié quelques années plus tard. La victoire sur l'Autriche ouvre la voie à l'unification allemande. Le 1er juillet 1867 est constituée la Confédération d'Allemagne du Nord, qui regroupe la Prusse ainsi que l'ensemble des États du nord de l'Allemagne. Les États ayant combattu contre la Prusse sont purement et simplement annexés. Toutefois, l'unification de l'Allemagne n'est pas complète. Les États du Sud, à majorité catholique, sont laissés libres pour ne pas froisser Napoléon III et ne pas entraîner une guerre immédiate avec la France. Les relations entre la Prusse et la France vont se dégrader dès 1866 à la suite de la guerre avec l'Autriche. En effet, Bismarck refuse d'accorder des compensations à Napoléon pour sa neutralité. Bismarck cherche de toute façon à obtenir une guerre contre la France qui est selon lui le facteur clé pour parachever l'unification de l'Allemagne. Les premières étincelles apparaissent dès 1867 lorsque la Confédération d'Allemagne du Nord fait barrage à un projet d'acquisition du Luxembourg par la France. Napoléon III est bien décidé à grappiller des territoires vers l'Est, mais Bismarck n'entend pas le laisser faire et cherche même à le provoquer. C'est l'événement politique suivant qui va mettre le feu aux poudres. En effet, le trône d'Espagne est laissé vacant en 1868. Bismarck propose un prince allemand pour prendre le trône d'Espagne. La France s'y oppose fermement, ne voulant pas être encerclée par les princes allemands. Le roi de Prusse, Guillaume Ier, pas forcément favorable à une guerre avec la France, décide de faire marche arrière. Néanmoins, les Français envoient un diplomate à Ems obtenir sa confirmation. La rencontre se déroule de manière cordiale et il est convenu que le prince allemand ne prendra pas la direction du trône d'Espagne. Néanmoins, Bismarck, qui y voit l'occasion d'obtenir enfin sa guerre avec la France, décide de tourner cet événement en une humiliation pour la France. En effet, il y est dit que l'ambassadeur a été vivement rejeté. Dès lors, les passions nationalistes s'enflamment en France et, poussé par son opinion publique, Napoléon III décide de déclarer la guerre à la Prusse. Dès lors, la France, qui passe pour l'agresseur, n'obtiendra aucun soutien, alors que la Prusse, qui passe pour le défenseur, obtiendra le soutien de la Confédération d'Allemagne du Nord et de tous les États allemands du Sud. Une nouvelle fois, Bismarck a fait jouer les rapports de force en sa faveur, la guerre sera relativement courte et entraînera avec elle la chute du Second Empire. Napoléon III, capturé à Sedan, doit capituler. La chute du Second Empire entraînera une série d'événements politiques en France, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. La paix imposée à la France est beaucoup plus lourde que celle imposée à l'Autriche. En dehors de très importantes réparations financières, celle-ci perd également l'Alsace-Lorraine. Cette perte sera le ciment de la construction de la Troisième République et l'esprit de revanche sera entraîné pendant 40 ans jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale. L'annexion de l'Alsace-Moselle n'était pas voulue par Bismarck. Celui-ci y voyait un motif de revanche de la part de la France. Cependant, cette fois-ci, il se fait forcer la main par les militaires qui y voient une occasion de mettre un contrefort entre l'Allemagne et la France. Cela aura pour conséquence de modifier la politique étrangère allemande, qui avait pris pour habitude de ne s'aliéner personne et de pouvoir jouer sur les rapports de force et les alliances au cas par cas en fonction des situations. Cette fois-ci, il se retrouve bloqué avec un adversaire systématique de son côté ouest, et cela va entraîner progressivement une crispation des relations en Europe qui conduiront petit à petit aux causes de la Première Guerre mondiale. Finalement, les 3 guerres habilement menées par Bismarck lui permettent enfin d'obtenir l'unification de l'Allemagne autour de la Prusse. L'Empire est proclamé le 18 janvier 1871 dans la Galerie des Glaces du château de Versailles. Cette même galerie qui 48 ans plus tard mettra fin à la Première Guerre mondiale et entraînera la chute du Second Reich. Comme quoi, il n'y a pas que des coïncidences en histoire. Mais au bilan, Bismarck a su habilement gérer les sensibilités, les rapports de force, les alliances pour obtenir tout ce qu'il désirait, à savoir l'unité allemande autour de la Prusse. On peut considérer son règne comme une réussite au regard de sa politique extérieure. Si en France il est perçu comme le grand méchant qui nous a fait perdre l'Alsace-Lorraine, en Allemagne il est considéré comme un des fondateurs de l'unité allemande. Et ce n'est qu'après son départ, en 1890, que la politique étrangère allemande va oublier les principes de la Realpolitik pour se tourner vers la Weltpolitik, à savoir la politique mondiale, une politique basée sur la suprématie de l'Allemagne qui va finir par lui aliéner le Royaume-Uni et la Russie, en plus de la France déjà ennemie depuis 1871. L'Allemagne, première puissance d'Europe, finit par faire peur à tout le monde et cela va se retourner contre elle.
Cette peur va entraîner des courses aux armements des deux côtés et conduiront fatalement à la Première Guerre mondiale. Voilà pour ce premier essai sur la géopolitique et l'histoire. J'espère qu'il vous aura permis d'appréhender simplement ce concept et cette période de l'histoire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à partager cette vidéo, ou peut-être même la regarder une deuxième fois. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.